titre proéminent d'un combat de kung-fu qui finit en partie de Shifumi, ou même d'une chanson de fin interprétée par un grand nom du rap mondial, et le tout dans un même film. Ça vous dirait pas quelque chose? Allez, c'est parti, on se fait un petit tour de la Gaule en passant par l'Égypte, car aujourd'hui, on va voir si vous avez la rêve pour Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre. Waouh, ça décoiffe. Après le succès de son premier film Didier en 1997, Alain Chabat n'a qu'une seule envie, se remettre derrière la caméra pour faire rire les gens. Et ça tombe plutôt bien, parce que son producteur, Claude Berry, possède les droits d'adaptation d'une bande dessinée sur un petit blond à moustache et son grand gras ami à tresse. Je parle bien sûr de... Tintin et Haddock. Non, attendez, c'est pas la bonne licence, on va la refaire. Je parle bien sûr des plus célèbres des Gaulois, créés par Albert Uderzo et René Goscinny, j'ai nommé Astérix et Obélix. Au départ, il voulait mélanger les histoires de 3 albums. Astérix Légionnaire, Astérix Gladiateur et enfin Astérix et Cléopâtre. Mais rapidement, avec son producteur, ils se sont mis d'accord pour n'adapter que ce dernier opus, qui avait le plus gros potentiel cinématographique, avec ses décors, ses paysages et ses costumes. Et surtout, ça répondait à une envie de voyager de la part de Chabat. C'est aussi l'occasion de réunir le casting de la première adaptation des aventures du Petit Gaulois, réalisée par Claude Zidi en 1999, et de retrouver dans les rôles titres Christian Clavier et Gérard Depardieu. Ajoutez à ça des acteurs comiques reconnus comme Jamel Debbouze ou Gérard Darmon, ou encore une comédienne de prestige comme Monica Bellucci, et on partait déjà sur une bonne base. Dans cet opus, Cléopâtre veut prouver la grandeur de l'Égypte à Jules César, en lui faisant construire le plus beau de tous les palais en 3 mois. 3 mois. 3 mois. Pour cela, elle embauche l'architecte numéro bis, qui, face à l'ampleur de la tâche, va s'entourer d'irréductibles Gaulois, Astérix, Obélix et Panoramix, qui fabriquera la fameuse potion magique qui donnera la force aux ouvriers pour finir le palais à temps. Voilà, large histoire qui reprend les éléments principaux de la bande dessinée, en se permettant quelques fantaisies bien sûr. Mais alors justement, comment peut-on adapter une BD aussi riche que les Astérix tout en voulant faire son propre film? Déjà, en construisant son œuvre comme un hommage. S'il était un peu compliqué de faire venir les auteurs dans le film, vu que Goscinny était décédé depuis un moment, Chabat a malgré tout pu les saluer au travers d'une 3e personne. Un ancien poème égyptien dit « Nil, 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 fleuve impétueux et tumultueux, tu es comme notre reine, la source de la vie. » Cette voix, c'est celle de Pierre Tchernia, un réalisateur et animateur d'émissions télévisées, que certains d'entre vous ont sûrement connu avec l'émission Monsieur Cinéma sur Antenne 2 il y a de ça perpète, mais qui est aussi un très grand ami d'Uderzo et Goscinny, et surtout le co-scénariste de l'adaptation en dessin animé d'Astérix et Cléopâtre en 1968. Et accessoirement, il a aussi donné de la voix dans plusieurs adaptations en tant que narrateur, depuis les 12 travaux d'Astérix en 1976. Oui, en 50 avant Jésus-Christ, toute la Gaule est occupée par les Romains. Toute, non. Jusqu'à très récemment dans la version de Forestier et Langman, Astérix aux Jeux Olympiques. Nous sommes en 50 avant Jésus-Christ. Toute la Gaule est occupée par les Romains. Toute, non. Et donc, dans la version de Chabat, il nous conte cette fabuleuse histoire. Et il fait même une petite apparition dans la tente de César, en tant que centurion Caius Gaspacho Andalus. Oui, c'est lui là, avec la petite jupette. C'est drôle justement de comparer cet opus avec les précédents ou même les suivants, que ce soit dans les versions animées ou en prise de vue réelle. Mais en fait, c'est quoi? Ou plutôt, c'est qui Astérix? Et comment est-ce qu'on en arrivait à ce que le petit Gaulois monte sur grand écran? Pour répondre à cette question, j'ai demandé aux copains de la chaîne Calmos, qui connaissent la comédie française sur le bout des doigts, de nous raconter les différentes adaptations d'Astérix et de nous expliquer pourquoi celle de Alain Chabat, c'est la meilleure mieux. Sorti en 2002, le film de Chabat reste de très loin le plus gros succès d'Astérix sur grand écran.
Il ne s'agit pourtant ni de la première ni de la dernière adaptation cinématographique des aventures de nos amis gaulois. Car oui, Astérix au cinéma, c'est une longue histoire. Y a-t-il quelqu'un dans cette salle qui ne les connaît pas? Ah bon? En 1961, un certain Jean Dejoux, employé de la RTF, qui ne s'appelle pas encore l'ORTF, c'est vous dire l'époque, met au point un procédé d'animation révolutionnaire au doux nom d'animographe. Georges Dargaud, l'éditeur d'Astérix, est emballé et décide de lancer l'adaptation du premier tome de la BD sans en informer ses auteurs, Goscinny et Uderzo. Astérix le Gaulois sort en 1967 et compte déjà quelques ingrédients qui feront le succès des adaptations suivantes, comme la voix de Roger Carrel pour Astérix, Je serai de retour pour le déjeuner. ou cet entraînant thème musical. Mais la technique laisse encore à désirer et pratique courante à l'époque, pour gagner du temps dans l'animation, les personnages n'ont que 4 doigts. Avec l'adaptation d'Astérix et Cléopâtre, les deux auteurs originaux reprendront les choses en main, à 5 doigts, avant de s'atteler aux 12 travaux d'Astérix pour un scénario inédit cette fois, mais toujours sous la forme d'un film d'animation. Excusez-moi, monsieur, la bête, c'est bien par là? René Goscinny n'a rien contre les comédies en prise de vue réelle, puisqu'il rencontre un joli succès en 1972 en produisant Le Viager de Pierre Tchernia, mais suite à l'échec de leur second film Les Gaspards, Goscinny n'aura plus l'occasion de retenter l'expérience jusqu'à sa mort 5 ans plus tard. Oh, on dirait une oubliette. Bon, dites donc, vous êtes gentil, hein? Vous refermez derrière moi. Il faudra donc attendre la toute fin du XXe siècle pour que les grosses trognes d'Astérix et Obélix prennent enfin forme humaine devant la caméra de Claude Zidi. Bienvenue à vous, Romain. Astérix et Obélix contre César sort en 1999 et connaît le destin d'un film de Claude Zidi, c'est-à-dire des critiques plutôt mitigées, mais quand même près de 10 millions d'entrées en salle. J'ai rempli ma gourde de potions magiques avant de partir. C'est une chance! 3 ans plus tard, c'est Alain Chabat qui réitère l'expérience et qui, cette fois-ci, met tout le monde d'accord. 15 millions de spectateurs s'enthousiasment pour ce qui va devenir l'une des comédies préférées des Français. Évidemment, avec des moyens pareils, moi aussi j'y arrive. Oh, ce n'est pas qu'une question de moyens. Si. Si Chabat semble si en phase avec Astérix, c'est qu'il partage un certain nombre de points communs avec son créateur René Goscinny. Passionné de BD, il est comme lui un ancien dessinateur reconverti en scénariste, et comme lui, il a un goût prononcé pour l'humour anglo-saxon. Ouais, les Monty Python, les As, Barry Levinson, John Candy et Steve Martin. Car contrairement à ce qu'on pourrait croire, René Goscinny est tout sauf un auteur franchouillard. Après avoir passé son enfance en Argentine, il a vécu longtemps aux États-Unis où il a pu rencontrer Harvey Kurtzman, futur fondateur du magazine satirique Mad. C'est sur ce modèle qu'il fonde Pilote en 1959, révolutionnant le paysage de la BD francophone en apportant ce goût anglo-saxon pour l'insolence, la caricature et la parodie. Astérix est le prolongement naturel de l'esprit Pilote et un magnifique terrain de jeu pour Goscinny qui s'amuse à tourner son époque en dérision. La couverture d'Astérix et Cléopâtre est d'ailleurs une parodie très explicite de l'affiche de Cléopâtre, le blockbuster de Mankiewicz sorti l'année précédente. Soucieux de créer une œuvre lisible à la fois par les enfants et les adultes, Goscinny multiplie les niveaux de lecture, glisse des références subtiles, dissémine des calembours et des citations, et parfois invite même quelques acteurs à faire des caméos. Oh, tu sais, ce n'est qu'un dessin animé après tout. Tout est permis. C'est justement cette forme d'humour tout-terrain qui avait fait le succès des Nuls sur Canal+, puis de leur film La Cité de la Peur, inspiré notamment par les comédies des As et de Mel Brooks. Si vous voulez en savoir plus, on en parle plus longuement dans notre vidéo sur La Cité de la Peur. Alain Chabat était donc le réalisateur idéal pour porter à l'écran Astérix. Car, comme on dit à Rome, traduttore traditore. Pour traduire, il faut trahir. Contrairement à Claude Zidi, qui en respectant sagement le matériel original passe peut-être à côté de l'essence de la bande dessinée, Chabat n'hésite pas à dynamiter les codes et s'autorise tout. Tu m'entends? Parce que ça me fait tout le temps en ce moment. Références anachroniques, monologues improvisés et interminables, séquences d'arts martiaux ou interludes sur la langouste, chaque plan de Chabat, comme chaque case de la BD originale, semble démontrer que tous les moyens sont bons pour faire rire. Jean-Claude Duss, préparez nos troupes à l'attaque. Bref, on pourrait en parler encore longtemps, mais bon, on n'est pas sur notre chaîne, on voudrait pas non plus être mal poli. Cela dit, on pourrait peut-être en faire un épisode de rigolo, non? Oh non. Si. Non. Merci à Michael Mossure pour ce beau récap qui prouve bien que Alain Chabat avait toute sa place pour réaliser son propre Astérix. Car on va le voir ensemble, mais il a vraiment mis de lui dans ce film. Normal, hein, après avoir fait Didier, joué dans La Cité de la Peur, Gazon Maudit, avoir lancé le Burger Quiz, fait partie des Nuls ou même réalisé des pubs pour Orangina. Quoi ?
Ah oui, c'est vrai qu'il a réalisé des pubs pour Orangina. On aurait presque tendance à l'oublier. Hé, c'est quoi le texte? Et pourtant, ces pubs ont été une réelle inspiration pour lui. De cette époque de la boisson édulcorée, Chabat a gardé 3 choses. Du fun, des bulles et surtout son costumier Philippe Guillotel. C'est avec lui qu'il a designé les costumes des bouteilles d'Orangina, avec cette forme bombée au niveau du ventre, qui ne serait pas sans rappeler un certain personnage. Hello there. C'est nous. Et bah oui, en ramenant Guillotel sur le tournage d'Astérix, il a eu l'idée de rajouter cette coque pour donner en fait un aspect plus protubérant au bidon d'Obélix. Et c'est vrai que lorsqu'on compare au premier opus Astérix Obélix contre César, il y a un côté plus convexe de la bouteille justement. Ah, et tiens, est-ce que vous saviez que dans l'imaginaire des costumiers du film, ce fameux morceau de métal qui le bombe serait en fait un bout du chaudron de potion magique dans lequel Obélix serait tombé quand il était petit? J'aime tellement cette anecdote, en fait ça montre vraiment que tous les détails comptent. De ses pubs Orangina, Alain Chabat a également ramené son directeur de la photographie, Laurent Dayan, qu'il avait d'abord connu sur La Cité de la Peur. Alors comme on en est encore au costume, un rapide petit virage pour parler de la magnificence des robes que porte Cléopâtre, jouée par Monica Bellucci. On les doit au trio Philippe Guillotel, Tanino Liberatore et Florence Sadone, qui ont quand même gagné des meilleurs costumes pour leur travail sur le film. Non mais regardez-moi la beauté de ces robes, dont les accessoires pouvaient parfois peser jusqu'à plusieurs kilos. Il y en a même une avec un décolleté dorsal fantastiquement plongeant qui ne vient pas de nulle part, puisqu'il a été inspiré par la robe que porte Mireille d'Arc dans Le Grand Blond avec une chaussure noire de Yves Robert datant de 1973. Film mettant en scène un fabuleux Pierre Richard en François Perrin. Pierre Richard qu'on a aussi vu sur grand écran aux côtés de Gérard Depardieu. Et tu la vois venir ma transition parfaite? Parce que oui, quand on fait jouer Depardieu dans son film, vas-y que je te fous de la ref à sa filmographie à tire-larigot. Pour la première, alors je suis pas sûre qu'elle soit vraie, mais en tout cas moi quand je l'ai vue, bah ça m'a fait rire, donc pourquoi pas. Je disais donc que Pierre Richard avait joué avec Depardieu, et pas dans n'importe quel film. Je parle bien sûr de La Chèvre de Francis Weber. Alors si vous connaissez pas, eh ben c'est juste hilarant. Depardieu enquête sur la disparition d'une jeune femme qui est affreusement maladroite. Pour essayer de la pister, il se coltine Pierre Richard qui est également la maladresse incarnée. Le duo fonctionne super bien et c'est juste à mourir de rire. Et il y a cette scène où le duo veut interroger des sortes de trafiquants dans leur club privé. Et quand Depardieu veut rentrer quelque part, il le fait pas à moitié. Tout comme dans Astérix où c'est plutôt sortir qui n'est pas trop compliqué. On sort. Ouais, c'est ça. Et en revenant, si vous pouviez me ramener un paquet... Ils sont fous, ces Égyptiens. On leur demande de s'écarter, puis eux, ils restent derrière. Oh là 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 là. Alors je sais pas pour vous, mais moi quand j'ai vu les deux scènes, j'y ai senti comme un écho. Et comment ne pas citer ce magnifique hommage au plus grand rôle de Gérard Depardieu, en tout cas pour moi, celui de Cyrano de Bergerac de Jean-Paul Rapneau. Quand Obélix casse le museau du Sphinx, il s'élance dans un certain monologue en l'honneur de cette protubérance. On pourrait peut-être le recoller. Ah oui, mais c'est une bonne idée. Avec quoi? Tu as vu la taille de ce nez? Descriptif. Ah ça c'est sûr, c'est un roc, c'est un cap. Que dis-je? C'est un cap. C'est une péninsule. Que dis-je? C'est un cap, c'est une péninsule. Et au lieu d'essayer de faire de la littérature, tu pourrais peut-être m'aider à trouver une solution. J'adore quand un réalisateur que j'aime fait référence à un autre réalisateur que j'aime. On baigne dans une atmosphère de kiff, c'est formidable. Et surtout, ça montre qu'il se donne les moyens pour faire les choses bien. À force de se promener sur le tournage avec une casquette Lucasfilm, on avait compris que Alain Chabat était un grand fan de George Lucas. Tant et si bien qu'il lui rend hommage sous 2 formes, dont une qui a malheureusement été coupée au montage, mais que le réalisateur nous raconte dans le commentaire audio du film. Pour la première, c'est un peu évident, quand on cite George Lucas, je parle bien sûr de la référence directe à Star Wars, offerte par le personnage de C+, interprété par Dieudonné. M'appelle antivirus. Nul ne peut bafouer l'Empire romain. Quand on l'attaque, l'Empire contre-attaque. Non mais, je suis super mal à la gorge.
Bon, en plus de la forme du casque et de l'incontestable réplique en rapport avec l'épisode 5 de la saga interstellaire, on peut entendre quelques notes du thème de la marche impériale. Eh bien, acquérir les droits de diffusion pour son film n'était pas une mince affaire. Pourtant, grâce à Michel Darmon, une attachée de presse que Chabat avait rencontrée sur Didier, le réalisateur a pu être mis en contact avec Rick McCallum, qui est en fait le producteur de la prélogie des Star Wars. Et c'est là que, de fil en aiguille, il a pu avoir l'autorisation d'utiliser le morceau composé par John Williams dans son Astérix. C'est peut-être pas grand-chose dit comme ça, mais d'après Chabat lui-même, Astérix Obélix Mission Cléopâtre est sans doute le premier film européen à utiliser une musique de Star Wars. Et ça, c'est quand même la classe intergalactique, hein. Bon, maintenant parlons du passage qui a donc été coupé au montage, mais qui aurait été super intéressant. Vous avez peut-être déjà vu le premier film de George Lucas, THX 1138, sorti en 1971, qui est une sorte de revisite du roman 1984 de George Orwell. De ce film découle quelques années plus tard le nom d'une des sociétés de George Lucas, THX Ltd, qui fait office d'assurance qualité des systèmes de restitution de l'image et du son lors d'une projection de film. Bon, je vous ai complètement perdu là. Ok, mais si je vous fais écouter le jingle qui est placé avant ces films. Ça vous parle un petit peu plus là, non? Eh bien, Chabat voulait justement parodier ce jingle au début de son Astérix, en l'ouvrant avec un carton avec écrit THX Gaulois Sound Ltd, et en imitant ce fameux son montant crescendo avec la bouche. Un peu en mode... Je me demande si c'est vraiment nécessaire, toute cette violence. Non, ça va. Oui, n'est pas Chabat qui veut, hein. Mais malheureusement, cette séquence a dû être coupée au montage, car le film était déjà assez long. Mais si vous voulez entendre Alain Chabat faire des imitations buccales, je vous conseille encore La Cité de la Peur d'Alain Berberian, où il initie cet élément comique en bruitant une scène entièrement à la bouche, en compagnie de Dominique Farrugia. Pour des raisons de budget, la scène suivante sera entièrement bruitée à la bouche. Et il fait vachement bien le chat aussi. Merci. Non mais vraiment, je pense vraiment. Merci du fond du cœur. De ce film réalisé avec les nuls, il a également repris cette idée de couper l'action avec une scène sortie de nulle part. Que ce soit donc pendant ce temps à Veracruz, Algo más, señora. ou avec un reportage sur la langouste raconté par Jean-Pierre Bacry. Devant la violence de cette scène, nous préférons vous montrer ce document consacré à la langouste. Contrairement à une idée largement répandue, la langouste se nourrit exclusivement de fruits de mer. Ce qui ne l'empêche pas de rester très humaine. Ça fait quand même beaucoup de fois que je parle de la Cité de la Peur quand même, hein. Est-ce qu'on se prévoirait pas un petit à la rêve dessus un de ces jours? Ceci est une question totalement rhétorique, hein. T'inquiète que je bosse déjà dessus. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des films qui vous intéressent dans ce format. Personnellement, je suis preneuse de toutes les suggestions, donc n'hésitez pas. Et aussi, profitez-en pour vous abonner, hein. Le bouton est juste à côté. Alors dans le film, s'il y a une scène où c'est vraiment référence land, c'est bien le combat entre Numéro Bis et À mon beau-fils. Il y a environ une rêve toutes les 30 secondes, voire plus même. Si la séquence s'ouvre sur un duel de regards à la western, on enchaîne très vite sur le genre du film de kung-fu, et plus particulièrement une belle rêve à Opération Dragon, avec Bruce Lee, sorti en 1973. En se tournant autour de cette manière-là, plus la petite exclamation de Numéro Bis quand il tabasse à coups de guibole Nexus 6, ce combat ultra rythmé, sans bien sûr compter la partie de pierre-feuille-ciseaux, tous ces éléments on les retrouve donc dans ce film référence qu'est Opération Dragon. Ah et tiens, est-ce que vous vous êtes déjà demandé ce qu'il disait à ce moment-là? Moi oui, donc j'ai demandé en fait à des amis chinois s'ils comprenaient, et il semblerait que ce soit un mélange de mandarin et de cantonais. Et ça dirait quelque chose du genre... L'ancien va te montrer la force de notre kung fu romain.
Pourquoi tu parles mandarin tout d'un coup? Ne crois pas que je ne comprends pas, je ne suis pas stupide. Allez, viens. Voilà, maintenant vous pourrez faire genre que vous comprenez le mandarin cantonais la prochaine fois que vous regarderez ce film en bonne compagnie. C'est cadeau. Cette séquence est montée en parallèle avec la course d'Astérix pour amener un message à Cléopâtre. De cette poursuite à toute allure, on voit carrément une image à la Bibi Coyote, dessin animé qui passait à ma vieille époque sur sa cartoon. Et on la retrouve aussi un petit peu dans le combat entre Numéro Bis et Amon Beaufils, qui reprend les codes comiques du duo. Qu'est-ce qui se passe? Alors il y a aussi 2-3 autres rêves dans la scène que vous allez essayer de retrouver. Et dites-moi justement en commentaire si vous avez les refs. Eh ouais, il n'y a pas que moi qui bosse ici, qu'est-ce que tu vas faire? Et si je vous disais qu'il y a un lien entre Astérix, Will Smith et Snoop Dogg? Alors oui, dit comme ça, c'est chelou, mais vous allez comprendre. À la fin du film, pendant le générique et la fameuse séquence du pharaon... Et le mec il lui dit, c'est le pharaon. On peut entendre une chanson intitulée sobrement Mission Cléopâtra et interprétée par Snoop Doggy Dogg. Ce soir, Snoop Doggy Dogg. Alors qu'est-ce qu'on attend? Et Jamel Debbouze. Mais comment on en est arrivé à ce camoulox-là? Alors je vais juste vous lire un extrait d'une interview que Alain Chabat a donnée à Écran Noir en janvier 2002, qui résume plutôt bien ce bas de chasse quasi légendaire. Je trouvais l'idée intéressante que l'acteur principal du film interprète une chanson sur la BO du film, à l'instar de Will Smith dans Men in Black ou Wild Wild West de Barry Sonnenfeld. Jamel a tout de suite été enthousiaste. Nous avons alors tenté l'impossible en demandant une collaboration d'un maître du rap américain, Snoop Dogg. Nous pensions bien sûr qu'il allait refuser, mais avec un peu de chance et sur un malentendu, nous nous sommes dit que ça pouvait passer. Finalement, il s'est avéré que les enfants de Snoop étaient des grands fans d'Astérix. Ils ont alors incité leur père à participer à la BO du film. Jamel est parti enregistrer pendant 10 jours à Los Angeles. Le courant est très bien passé entre eux. Snoop aurait même déclaré à propos de Jamel « He's my brother ». J'avais donné des directives concernant les paroles. La chanson devait parler d'amour et de pays. Voilà quoi, on peut dire que d'un bout à l'autre de son film, Alain Chabat, il a vraiment assuré. Et puis, je sais pas pour vous, mais moi, ce film, même 20 ans après sa sortie, il me fait toujours autant marrer. J'espère que ce à la rêve vous a plu, ça faisait très longtemps que j'avais envie de parler de Astérix et Obélix Mission Cléopâtre, et quoi de mieux que d'attendre le 20e anniversaire pour le faire. Merci aux copains de la chaîne Calmos d'avoir rendu cet hommage au maître Chabat. Et franchement, abonnez-vous à leur chaîne, c'est le sang de la veine, et surtout, ils seront toujours plus drôles que les plus drôles de vos potes. Et bien sûr, merci au parc Astérix de m'avoir permis de tourner ces plans complètement dingues. J'aurais jamais cru que c'était possible. Pensez évidemment à vous abonner, à me suivre sur Twitter, Instagram et TikTok. Et si vous voulez me donner un petit coup de main, vous pouvez également faire un tour sur mon Utip. Et sur ce, je vous dis à très vite pour savoir si vous avez la ref. Trop bien! Oh! Une grosse fourmi.